Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 21 août. Reprise des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l'Iran à la veille d'un mini-sommet arabe organisé par l'Égypte. La mosquée d'Al-Aqsa est une nouvelle fois violée par les colons sionistes, des incursions coïncidant avec le 53e anniversaire de l'incendie de la mosquée sainte. Attentat à la voiture piégée aux environs de Moscou. Daria Dugina, la fille de l'intellectuel russe Alexandre Dugin, est retrouvée morte après l'explosion de sa voiture. Et attention, rat au volant, une université américaine dans l'État de Virginie teste des rongeurs apprenant à conduire des petites voitures dans le but de résoudre des problèmes humains de santé mentale. Bonsoir à tous. Reprise des relations diplomatiques entre les Émirats arabes unis et l'Iran. Une information confirmée par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis qui a annoncé le retour de Saif Mohammed Al-Zahabi, l'ambassadeur des des Émirats dans la capitale iranienne, Téhéran, dans les prochains jours, selon Abu Dhabi. Cela s'appuie sur la coordination en cours avec Téhéran, conformément aux normes diplomatiques en vigueur entre les deux pays. Et cette annonce est intervenue alors que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi recevait son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, pour sa première visite en Égypte après sa nomination à la présidence des Émirats. L'Égypte qui doit abriter demain une réunion au sommet à laquelle doivent participer les dirigeants de l'Égypte, d'Irak, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et de la Jordanie. Et pour évoquer ce ballet diplomatique dans la région, nous avons comme invité dans ce journal Manuel Pouchelet, géopoliticien spécialiste en relations internationales. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors on l'a évoqué au début de ce journal, les Émirats arabes unis ont annoncé reprendre leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Comment cela a-t-il été possible ? Alors la relation diplomatique avec l'Iran et les Émirats arabes unis est en fait une histoire ancienne. Il faut savoir qu'une partie de la bourse des Émirats est détenue par des investisseurs iraniens. Donc il y avait aussi ce soft power de l'Iran aux Émirats. On a également les dernières déclarations du prince héritier qui souhaite faire des Émirats arabes unis une puissance diplomatique. Parce qu'elle cherche aussi une forme de reconversion par rapport aux autres grandes puissances que sont l'Arabie saoudite, l'Iran, et bien entendu on n'oublie pas la Syrie, la Turquie et aussi l'Égypte qu'on peut intégrer. Maintenant, c'est obligatoire de négocier avec l'Iran puisque le nouveau président en place, M. Raïssi, est aussi annoncé comme successeur au guide suprême qui est M. Khamenei. Donc si vous voulez, c'est un jeu de dialogue qui est obligatoire, mais en même temps, ça annonce un peu une ère post-Washington où les Américains ont toujours annoncé vouloir se dessaisir de leur présence dans la région et finalement ces puissances s'entendent et c'est un point important qu'il faut souligner ce soir. Et quel impact, Monsieur Pouchelet, quel impact cela aura-t-il sur des dossiers lourds dans la région comme pour le conflit au Yémen ou encore celui du nucléaire iranien ? Le dossier du nucléaire iranien, si vous voulez, il est peu traité par la région. Il est avant tout traité, on va dire, avec les puissances occidentales, États-Unis en tête, et puis également d'autres puissances européennes. Maintenant, les conséquences de ce réchauffement, on va dire, des relations internationales entre ces puissances est important. Elle sera observée puisque ces puissances, on va dire, du Moyen-Orient, sont en pleine transition énergétique. Elles se cherchent un avenir. On a le prince Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite qui a annoncé un ambitieux plan pour 2030, et je pense qu'il cherche des
alliés, et il se pourrait qu'il y associe les puissances qu'on vient d'évoquer. Donc il faut vraiment un réchauffement climatique des relations internationales, sans jeu de mots. Elles sont importantes et incontournables parce que nous avons des puissances également, en dehors, on va dire, des aspects économiques et commerciaux, s'invite aussi Israël dans l'équation, et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Dernière question, Monsieur Pouchelet. Demain, l'Égypte organise, on l'a vu, un mini-sommet arabe en présence justement du dirigeant émirati. Est-ce qu'on peut s'attendre à des avancées dans les dossiers que l'on vient de citer, en l'occurrence le Yémen ou le nucléaire ? Alors la situation au Yémen est toujours préoccupante puisque c'est un conflit qui dure et qui tarde à se solutionner, même s'il y a quand même eu, on va dire, des traités de paix pour arrêter temporairement les opérations au sol. Maintenant, la religion, surtout si c'est l'Égypte qui invite, c'est qu'elle est quand même toujours exposée à cette volatilité extrême et ces opportunités de circonstances. Maintenant, je pense que ce sommet va permettre aux puissances qui sont invitées de s'entendre une bonne fois pour toutes et de fixer une ligne de conduite et directrice dans leurs futures relations internationales entre pays régionaux, bien entendu, mais aussi avec les puissances extérieures. Il faut savoir que la Chine voulait s'inviter au Moyen-Orient et force est de constater que le Moyen-Orient trouve ses propres solutions pour sauvegarder son avenir. Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes géopoliticien spécialiste en questions internationales. Et pendant ce temps, pas d'avancée majeure dans le dossier du nucléaire iranien. Le président iranien Ebrahim Raïssi a affirmé ce dimanche lors d'une conférence à Téhéran que son gouvernement n'abandonnerait pas les droits du peuple dans les négociations. Ces déclarations interviennent alors que le rythme diplomatique des parties concernées par ce dossier nucléaire s'accélère pour arracher un accord. Souhila Kilal. Le gouvernement iranien n'abandonnera pas les droits du peuple dans les négociations. La vie des citoyens ne sera liée à aucun facteur extérieur. C'est ce qu'a déclaré le président iranien Ebrahim Raïssi dans un discours prononcé lors d'une conférence à Téhéran. Ces déclarations sont une allusion directe aux négociations et à l'accord sur le nucléaire, au moment où les citoyens iraniens attendent avec impatience la levée des strictes sanctions américaines, une fois l'accord conclu. Si dans son discours, Raïssi s'est voulu rassurant envers son peuple, en déclarant notamment, je cite, « Le gouvernement, quelles que soient les sanctions et les menaces, poursuivra son travail sérieusement. Il envoie une réponse aux Occidentaux sur la position inchangée de son pays et son intention de préserver ses intérêts et celui de son peuple. Une façon de dire que l'Iran ne fera pas de concessions sur sa position actuelle. » Cela fait écho aux déclarations d'un haut responsable de l'administration Biden qui a confirmé l'imminence de la signature de l'accord nucléaire avec l'Iran et l'abandon de Téhéran d'une de ces 3 conditions, notamment celle liée, selon certaines sources diplomatiques, au retrait des gardiens de la révolution de la liste américaine de terrorisme. Pour accepter la dernière proposition européenne, la partie iranienne exige par ailleurs qu'aucun nouveau président américain ne se retire de l'accord nucléaire et l'arrêt de l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie des sites nucléaires iraniens. Les déclarations d'Ebrahim Raïssi interviennent à un moment où les négociations sur le nucléaire ont atteint leur dernière étape, alors que l'on s'attend à ce qu'un accord soit conclu à Vienne après 16 mois de négociations marathon. Je vous en parlais en titre, des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce dimanche la mosquée Sainte d'Al-Aqsa du côté de la porte des Maghrébins sous la protection de la police d'occupation. Les colons ont notamment marché sur les esplanades des mosquées. Ces incursions coïncident avec le 53e anniversaire de l'incendie de la mosquée d'Al-Aqsa le 21 août 1969 par un extrémiste sioniste, Neila Hamouda. 53 ans se sont écoulés depuis le crime odieux contre la Sainte Mosquée d'Al-Aqsa, lorsque l'extrémiste sioniste Michael Dennis Rouhan y a mis le feu le 21 août 1969, sous la protection de l'occupation sioniste. La mosquée Al-Aqsa continue d'être la cible d'agressions et d'incursions de l'entité sioniste et de ses colons. Le Conseil national palestinien appelle la communauté internationale à assurer la protection d'Al-Quds Est et de ses lieux saints, de son patrimoine et de sa population. Une intervention internationale urgente est plus que nécessaire pour mettre fin aux violations et aux crimes de l'occupation, affirme le Conseil national palestinien. Le Conseil législatif palestinien a quant à lui averti que la poursuite des violations et des provocations sionistes ne restera pas impunie.
Il assure que la lutte du peuple palestinien continuera sans relâche, tout en appelant les organisations palestiniennes à se manifester pour protéger l'Aqsa. La mosquée, la première des deux Qibla et le troisième lieu saint de l'islam, n'a presque jamais connu de répit. Les prises d'assaut se multiplient. Des dizaines de colons ont envahi les esplanades de la mosquée sainte, procédant à des rituels talmudiques et des marches de provocation, sous une haute protection des forces d'occupation sionistes. L'entité continue de mettre en œuvre ses plans pour perpétuer la division d'Al-Aqsa. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a indiqué que ce lieu hautement symbolique pour tous les musulmans fait l'objet d'une agression sioniste continue à travers des mesures d'occupation visant à l'isoler de son environnement et à l'assiéger. Les exactions contre le peuple palestinien se poursuivent. 12 Palestiniens, dont 3 jeunes femmes, ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire érigé près de la ville de Qalqilia, en Cisjordanie occupée. L'escalade sioniste se poursuit au vu et au su du monde, en toute impunité, face à une communauté internationale spectatrice d'un des plus grands crimes contre l'humanité. En parlant de provocation, l'association des oulémas musulmans algériens gèle ses activités au sein de l'Union internationale des oulémas musulmans. Cette décision vient sanctionner une réunion tenue ce week-end par l'association suite aux propos choquants et provocateurs du président de l'Union internationale des oulémas musulmans, le Marocain Ahmed Reissouni. Ce dernier semant la fitna entre les peuples musulmans et appelant le peuple marocain à marcher sur Tindouf et Ayoun, ajoutant que le Maroc doit redevenir comme il était avant l'invasion européenne, quand la Mauritanie faisait partie de son territoire. Allez, direction la capitale jordanienne, Amman, où des membres de la Confédération algérienne du patronat ont rencontré leurs homologues jordaniens, activant dans divers secteurs. Un accord de partenariat entre les organisations patronales des deux pays a été signé. Il a été décidé notamment d'organiser une seconde rencontre à Alger. Grâce à cette rencontre des chefs d'entreprise algériens et jordaniens, nous souhaitons l'approfondissement des relations économiques entre l'Algérie et la Jordanie, notamment dans les secteurs agroalimentaires, sanitaires et touristiques. Nous œuvrons à ce que cet accord de partenariat signé entre les deux organisations patronales multiplie les échanges économiques entre les deux pays. Notre mission est d'attirer un maximum d'hommes d'affaires jordaniens. L'investissement est ouvert à quiconque souhaite le faire en Algérie, comme l'a annoncé le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Crise énergétique au Liban, le carburant algérien pour pallier à la pénurie d'électricité. Selon Sharq News, citant une source au ministère libanais de l'énergie, le Liban tient des réunions avec la partie algérienne pour résoudre un litige avec le groupe pétrolier algérien Sonatrach, après un précédent différend qui avait conduit à l'arrêt des exportations algériennes de carburant. Ces discussions interviendraient au lendemain de l'entretien accordé au début de ce mois par le ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab à l'ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan, où les deux parties ont abordé les opportunités de coopération dans les domaines de l'énergie et des mines, notamment la production d'électricité et la commercialisation des produits pétroliers. Le Tchad a officiellement ouvert hier le dialogue national inclusif entre l'opposition civile et armée et l'autorité militaire, plusieurs fois reporté, avec pour objectif de tourner la page de la transition et permettre d'organiser des élections libres et démocratiques. Une initiative félicitée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, saluant une opportunité historique de poser de nouvelles fondations pour la stabilité du pays.
Au Mali, les forces armées maliennes FAMA ont annoncé avoir neutralisé au moins 91 terroristes à l'issue de plusieurs opérations militaires menées à travers le pays entre le 10 et le 20 août courant, et ce dans le cadre du plan Malikou et de l'opération Kélétigui. Les forces armées maliennes qui ont repoussé hier une attaque terroriste, un assaillant ayant été neutralisé alors que 2 éléments des forces armées ont été blessés. Fin du calvaire pour les résidents de l'hôtel de Mogadiscio. Le bilan de l'attaque d'un hôtel dans la capitale somalienne par les terroristes Shabab, qui a duré 30 heures et s'est terminé hier vers minuit, est monté à 21 civils tués, selon le ministre somalien de la Santé. Aujourd'hui, les proches des personnes portées disparues attendent des nouvelles des parents à l'issue de l'attaque associant l'explosion d'une bombe et des tirs d'armes à feu menés par des terroristes Shabab, je vous le rappelle, un groupe affilié au groupe terroriste Al-Qaïda. Direction le Soudan à présent, où le bilan des victimes des dernières inondations ne cesse de s'alourdir. Les autorités soudanaises viennent d'annoncer qu'au moins 80 personnes ont perdu la vie, tandis que plus de 30 autres ont été blessées et que plusieurs habitations ont été endommagées à la suite des pluies torrentielles et des inondations dans le pays depuis juin dernier. Dans l'actualité également, conséquence directe du conflit russo-ukrainien, la crise céréalière se dénoue petit à petit. Les précieuses marchandises commencent à arriver à bon port. La dernière en date, une cargaison de 33 000 tonnes de céréales ukrainiennes est arrivée au port de Shannon Foynes, dans le sud-ouest de l'Irlande, en provenance d'Odessa. Je vous en parlais en titre, vraisemblablement l'attentat à la bombe le visait, lui, Alexander Dugin, considéré comme le conseiller le plus influent du président russe Vladimir Poutine. Selon certains, l'architecte même de l'opération en cours en Ukraine, sauf qu'il ne se trouvait pas dans la voiture, ayant changé d'avis au dernier moment. La victime n'est autre que sa propre fille, une journaliste et politologue de 29 ans, Daria Dugin. Pour l'heure, aucune piste n'a été avancée quant aux possibles auteurs de cet attentat. Kiev n'a pas tardé à démentir toute implication. Karim Bouaziz. C'est en soirée vers 21h, sur une autoroute près du village de Bolchiviazomi, à une quarantaine de kilomètres de Moscou, qu'une Toyota Land Cruiser est soufflée par une explosion, ne laissant aucune chance à ses occupants. On découvre dans la foulée qu'une des victimes n'est autre que Daria Dugin, journaliste politologue de 29 ans, et surtout fille d'Alexandre Dugin, surnommé en Russie le cerveau du président Vladimir Poutine. Selon les enquêteurs dépêchés rapidement sur place, il a déjà été établi qu'un engin explosif avait été placé sous la voiture côté conducteur. Le comité d'enquête a fait savoir que le crime avait été ordonné et planifié à l'avance. Ailleurs, les observateurs politiques moscovites ont vite fait de faire le lien avec les opérations militaires en cours en Ukraine. Surtout après que les milieux ultranationalistes ukrainiens se félicitent de la mort de la fille de Dugin, alors que c'est son père qui était visé, n'étant pas monté dans le véhicule au dernier moment. Il est vrai que la victime, Daria, suivait pas à pas les traces intellectuelles de son père. En effet, Alexandre Dugin, à travers ses travaux et ses nombreuses interventions, prônait une alliance occidentale entre l'Europe et l'Asie, la fameuse idéologie euro-asiatique dont la Russie serait la pierre d'achoppement. Un complexe géopolitique nouveau qui mettrait donc un coup d'arrêt à l'extension de l'empire anglo-américain et ses valeurs néolibérales dont l'Ukraine représente un important levier. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Dugin est inscrit en 2015 par les États-Unis sur une liste de personnalités sanctionnées pour des actions menaçant l'intégrité de l'Ukraine. Sa fille Daria n'est pas en reste, visée pour sa part par des sanctions prises à son encontre par le Royaume-Uni depuis juillet dernier, l'accusant d'être une source de désinformation concernant l'Ukraine.
L'attentat d'hier et la mort de Daria pointent naturellement les soupçons vers Kiev. Mikhail Podolyak, chef du bureau du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a quant à lui expliqué que son pays n'avait rien à voir avec la mort de Daria Dugin. La commission d'enquête russe affirme envisager pourtant toutes les hypothèses sur les circonstances de ce décès. Quoi qu'il en soit, l'attentat survenu hier nourrira les va-t-en-guerre des deux côtés de la frontière russo-ukrainienne. Dans l'actualité aussi, une grève prévue pour durer 8 jours a débuté ce dimanche dans le plus grand port de fret du Royaume-Uni. Dernier épisode d'une série d'actions revendicatives touchant de nombreux secteurs pour demander de meilleurs salaires face à une inflation record. Et direction les États-Unis, où des rats se mettent à conduire des voitures. Cela se passe au laboratoire de recherche de Kelly Lambert à l'université de Richmond, dans l'État de Virginie, dans le but d'explorer les effets sur leur cerveau et par ricochet résoudre les problèmes humains de santé mentale. Inès Lourayeb. Les rats de l'université de Richmond avaient fasciné le monde en 2019 par leur aptitude à conduire des voitures miniatures. Ils contribuent aujourd'hui à un projet novateur qui explore la façon dont la simulation environnementale façonne le cerveau et pourrait in fine aider à remédier aux problèmes humains de santé mentale. Pour Kelly Lambert, directrice du laboratoire de neurosciences comportementales de l'université de Richmond, l'un des échecs de la médecine moderne est son incapacité à guérir ses pathologies mentales à l'aide de médicaments, alors même que les entreprises pharmaceutiques engrangent des profits dans ce domaine. Ces approches médicamenteuses sont de plus en plus remises en cause après la publication en juillet d'une étude majeure mettant en cause le manque de sérotonine à l'origine des dépressions. À la place, Kelly Lambert voit la thérapie comportementale comme une clé du traitement de l'esprit, d'où l'étude des petits mammifères. J'avais confiance en leur capacité à le faire, j'avais moins confiance en notre capacité à concevoir la voiture, l'installation et l'apprentissage. Mais une fois qu'ils l'ont fait, c'était magique en quelque sorte, et nous l'avons filmé et montré à nos collègues. J'ai reçu de bonnes critiques. Je pense que le fait que ce soit un peu différent a été bien accueilli. Et comme je l'ai dit, c'est presque comme voir des cochons voler. Cela suscite la curiosité, mais je veux m'assurer que ce ne soit pas juste un numéro de cirque et que cela soit fait de manière scientifique. Les rats ayant appris à conduire ont fait preuve d'une plus grande ténacité émotionnelle et de niveaux réduits de stress, ce qui pourrait être lié à la satisfaction d'acquérir de nouvelles compétences selon la chercheuse. Vous vous reconnaîtrez peut-être en ces petits mammifères puisque, comme les humains, tous les rats n'ont pas les mêmes intérêts. Si certains semblent apprécier la conduite en soi, d'autres ne le font que pour la récompense et un troisième groupe ne s'en donne même pas la peine. Kelly Lambert a compris tôt dans sa carrière qu'étudier les rats vivants dans des cages non enrichies, c'est-à-dire dépourvues de courses d'obstacles et d'activités, n'avait pas beaucoup d'intérêt, comme l'étude d'humains confinés et isolés. Les rats élevés dans des cages enrichies ont par exemple bien mieux réussi à conduire un véhicule que les autres. Ces travaux les plus récents ont permis de découvrir que les rats sauvages avaient des cerveaux beaucoup plus gros que les rats de laboratoire, davantage de neurones, de plus grosses rates permettant de mieux combattre les maladies et des niveaux de stress beaucoup plus élevés. Nous voulions examiner cet aspect de récompense de l'effort et ce que la conduite pourrait représenter pour eux en tant qu'expérience enrichissante, quelque chose qui pourrait aider à combattre les émotions négatives et que nous pourrions d'une certaine façon généraliser aux vies humaines en ce qui concerne les choses que nous faisons, qui nous apportent de la joie et nous satisfont. Ce qui conduit à une question philosophique. Sommes-nous plus proches des rats de laboratoire, de ceux qui sont enfermés dans des cages enrichies ou de ceux qui vivent dans la nature ? Pour Kelly Lambert, le choix est vite fait. Elle se dit être plus proche du rat fourni en laboratoire que du rat sauvage. Les rats sauvages doivent chaque jour faire les poubelles pour se nourrir et éviter les prédateurs, un comportement similaire à celui de nos ancêtres. Ils ont peut-être des choses à nous enseigner en matière de résistance mentale.
Et comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, parlant justement de sport et de football avec les enjeux du week-end dans les différents championnats européens. En France, le PSG reste une valeur sûre. En Espagne, début parfait pour le Real Madrid. Le mano à mano se poursuivra en Serie A entre le Milan AC et l'Inter. Salah Faisal. On commence notre tournée en Ligue 1. Youssef Belaili et Brest confirment en s'imposant à l'extérieur. Face à Angers, une victoire de 3-1. Le natif de Rouen a délivré 2 passes décisives sur les 66 minutes jouées. Son compatriote Belkbla a fait un bon match. Nice de Youssef Attal s'est incliné face à Clermont Foot. Marseille a battu Nantes 2-1. Tandis que le PSG affrontera Lille à partir de 19h45. En Italie, la deuxième journée de la Serie A a débuté samedi. Une victoire facile de l'Inter face à Spezia 3-0. Le choc de la journée se jouera ce soir à 19h45 entre l'Atalanta et Milan AC. La Juve sera en déplacement demain à Sampdoria. Espagne, Liga. La deuxième journée a été marquée par le masterclass du Real Madrid. 4-1 face à Celta Vigo. Un magnifique but de Luka Modric. Le Real est leader. Le Barça de Xavi, 10e au classement avec un seul point, sera attendu à Sociedad à 21h afin d'arracher sa première victoire de la saison. Première Ligue, Leeds est à 7 points en 3 matchs sous Jess Marsh. Leeds a noyé Chelsea. Les Blues ont perdu sur le score de 3-0. Une faute fatale d'Edouard Mendy sur le premier but et une expulsion de Khalidou Koulibaly. Un autre club de la capitale en difficulté, West Ham de Barrahman, n'arrive pas à débloquer son compteur de points. West Ham s'est incliné face à Brighton 2-0. Les Hammers occupent la dernière place du classement. Arsenal est leader après sa victoire samedi 3-0 contre Bournemouth. Le derby des riches, Newcastle-Manchester City, s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Le choc se jouera demain. Manchester 0 points, un début catastrophique, affrontera le Liverpool de Klopp. Le dernier match entre les deux équipes à Old Trafford a connu une victoire de Liverpool sur le score de 5-0. Mission impossible pour les Red Devils. Et on plonge dans le sport avec un mot de natation et deuxième journée du championnat d'Afrique de natation organisé en Tunisie, la Cana 2022. Pour cette deuxième journée, l'Algérie a remporté 3 médailles, dont 2 en or. Jawad Sayoud, l'homme de tous les records, a remporté la médaille d'or en 100 mètres brasse en réalisant un timing d'1 minute 01 et 18 centièmes. La deuxième médaille d'or de la journée a été signée Abdellah Arjoun dans l'épreuve du 200 mètres d'eau. Nafsi Rania a remporté, elle, l'argent en 100 mètres brasse. L'Algérie, je vous le rappelle, prend part à cette compétition avec 13 nageurs encadrés par 3 entraîneurs. Et c'était la dernière formation de ce journal. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou en vous rendant sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Il vous suffit pour cela de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente fin de soirée.